Si vous aviez manqué la partie 1, voici un résumé. En bref, c'est le bordel. Bon bah finalement, il faudra regarder la partie 1 parce que le monteur n'a pas envie de faire un résumé. Malgré avoir frôlé à plusieurs reprises des navires civils ou même militaires nord-coréens, tout se passe bien jusqu'à ce qu'un patrouilleur du Nord l'intercepte par la force, tuant dans l'opération un membre d'équipage. Et là, c'est deux salles de ambiance. Selon le Nord, ils sont rentrés 17 fois dans les eaux territoriales du Nord. Et selon les États-Unis, jamais. Et Lloyd M. Butcher, commandant du Pueblo, quant à lui, se plaindra d'avoir un vieux rafio mal défendu avec des cartes même pas précises et un équipage passablement incompétent. Débrouillez-vous avec ça et faites-vous un avis. Dans ce joyeux foutoir se pose déjà un souci de lecture de cartes, mais pas forcément celle qu'on pense. Pour les normes internationales, la limite c'est 22 km. Le Pueblo, quant à lui, avait le droit de s'approcher à 23, donc normalement c'est bon. Mais pour la Corée du Nord, cette limite est de 50 km. Dans l'équation, on peut ajouter un léger foutisme de la Navy qui promet un soutien aérien qui n'arrivera jamais. Le 28 janvier 1968, une première confirmation officielle de la capture des marins du Pueblo est donnée. Le gouvernement américain, on le sait, savait déjà depuis 2 jours que le bateau était dans le port de Wonsan, dans le nord. Il s'ensuit un choc, voire un séisme aux USA. Toutes sortes d'options de réponse seront évoquées par le président Johnson. Le blocus des ports du Nord, des frappes aériennes, voire même une reprise du conflit. Les plus modérés nous feront une Léo Dagan, estimant qu'on va leur balancer une bombe atomique sur la tronche à Sipignouf et ça fera le nettoyage. Mais fondamentalement, la plupart des pays du bloc de l'Est vont surtout serrer les fesses sur le sujet. La détention des marins ne fut pas de tout repos. Affamés, torturés, ils prendront surtout un malin plaisir à provoquer en posant pour des photos de propagande le major Levé, qui fondamentalement va aggraver les tortures. Durant l'année 1968, les affrontements continuent sur la DMZ, la plupart du temps des embuscades de patrouilles américano-sud-coréennes, en moyenne 1 à 2 accrochages par mois avec beaucoup de victimes. En avril 1968 est montée une unité sud-coréenne, l'unité 684, destinée à s'entraîner dans le but d'aller au nord, assassiner Papa Ours. L'unité reste assez mystérieuse de nos jours, mais on sait qu'elle était sans doute composée de jeunes chômeurs ou de repris de justice. L'unité est alors soumise à un entraînement long, rigoureux, voire même dangereux, qui mènera au fil des mois à la mort de plusieurs de ses membres. Et c'est finalement le 30 octobre que va avoir lieu un tournant dans le conflit. C'est vers minuit que 120 soldats débarquent sur une plage du secteur d'Uljin, dans l'est de la Corée du Sud. Une fois n'est pas coutume, ils réussissent à passer tranquillement et se dispersent dans les montagnes proches. Et comme à son habitude, Papa Ours n'a pas choisi le secteur pour rien, et il est loin d'être mauvais là-dessus. Ce secteur de la Corée du Sud est montagneux, un peu isolé et peuplé principalement d'agriculteurs que Papa Ours juge beaucoup plus réceptifs car moins instruits. Le tout dans le système totalitaire de la Corée d'alors qui est techniquement toujours pas plus prospère que le Nord. Et vous comprendrez la subtilité du « c'est des imbéciles donc ils comprendront le communisme ». C'est cadeau. Quelques jours plus tard, les commandos de l'unité 124 entrent la fleur au fusil dans des villages du secteur et tombent sur des agriculteurs pas réveillés, la tronche dans le fion, qui vont les chasser à coups de fourche et avertir la police. Les commandos embrayent la première et fichent le camp dans les montagnes, avec à leur trousse 70 000 hommes de l'armée sud-coréenne. Dans certains secteurs, tout n'est pas aussi rose. Ainsi, la famille du petit Lee Seung-bok, interrogée par des inconnus, affirmera détester les communismes. Quasiment tous furent massacrés, dont Lee Seung-bok et sa petite sœur Seung-ja, âgés de 9 et 4 ans respectivement. Leur mort deviendra un symbole dont Papa Ours se serait bien passé. La chasse à l'homme qui s'ensuivra conduira à la mort de 110 commandos, la capture de 7 d'entre eux et 3 portés disparus. Sur un autre volet, c'est en pleine chasse à l'homme au sud que les marins du Pueblo sont relâchés après 11 mois de détention et de torture. L'armée ayant dû négocier durant tout ce temps pour des conditions surréalistes, allant de la signature d'une confession du capitaine jusqu'à l'état-major, voire même des États-Unis. Et sur Vox Chronica, le karma n'étant jamais bien loin, le capitaine du Pueblo, Lloyd M. Butcher, après avoir subi des tortures et des simulacres d'exécution sur lui-même ou ses membres d'équipage durant 11 mois, avoir été plus ou moins abandonné par la Navy, qui lui avait promis un soutien aérien qu'il attend toujours, à bord d'un navire 2 fois plus lent que la marine nordiste avec un armement de 2 mitrailleuses impossible à mettre en œuvre en moins de 10 minutes, sera traduit en cour martiale pour ne pas avoir résisté. Bon, il sera acquitté et l'USS Enterprise, qui était à 1000 km de là, n'avait aucun avion de prêt pour venir à sa rescousse. Mais au moins vous êtes prévenus, ici on fait pas semblant avec le sarcasme. Dans l'année 1969, les affrontements ralentissent drastiquement sur la DMZ, 2 fois moins nombreux et quasiment plus du tout meurtrier. Et c'est le 15 avril 1969 que va se jouer le dernier acte majeur de cette guerre discrète, alors qu'un EC-121 Warning Star de l'US Navy patrouille au-dessus de la mer du Japon.
Alors déjà, au-delà d'être un super Constellation, donc le plus bel avion de l'histoire de l'humanité selon mon humble avis, le C-121, c'est l'ancêtre de nos AWACS actuels. Non armés et sans escorte, que 2 MiG-21 nord-coréens interceptent et abattent, ne laissant aucune chance à l'équipage de 31 personnes. L'incident est toujours partiellement classifié encore de nos jours en 2025, mais on suppose qu'il a été abattu par un tir de missile RR. Aux USA, sur le coup, on ne comprend pas cette attaque. De plus, quand l'URSS offre son aide aux opérations de recherche, Nixon comprend alors que l'affaire n'est pas banale du tout. Les Léo Dagan sont de retour et redemandent qu'on re-atomise ses pignoufs, mais Nixon renoncera à ses extrêmes. Il active finalement la Task Force 71 pour but de protéger l'espace aérien et si besoin de frapper en représailles la Corée du Nord. Et finalement, l'attaque ne sera jamais expliquée par qui que ce soit, y compris la Corée du Nord. Et à la fin de l'été 1969, Papa Ours va prendre une décision qui va aboutir à l'issue de ce conflit. 너무도 컸습니다. 너무도 많은 것을 맡아 안고 고생도 많은 우리 장병들입니다. 특히 올해 예상치 않게 맞닿은 방역 전선과 자연재해 복구 전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. Malgré un incident majeur le 17 août 1969 où un hélicoptère OH-23 se perd accidentellement en Corée du Nord et est abattu, son équipage relâché en décembre de la même année, puis une Jeep attaquée en octobre faisant 4 morts, et soudain, la situation va se calmer et il n'y a pas une raison, mais il y en a plusieurs. Déjà, aux États-Unis, Nixon a été élu avec la promesse de dévietnamiser le secteur, prônant un retrait américain du Vietnam et de la Corée en faveur d'un armement des alliés des États-Unis. Les États-Unis vont ainsi retirer 20 000 hommes de Corée en poussant celle-ci à s'armer d'elle-même et monter en puissance tout en continuant de garantir le traité d'assistance militaire mutuelle. L'unité 684 de l'armée coréenne ne sera finalement jamais activée. Elle sera même oubliée au sud du pays, sur une île surveillée par des gardes. En 1971, la mission est définitivement annulée, les deux Corées améliorant leurs relations. Les 24 membres du commando sentent alors le vent tourner, pensant être les prochains éliminés. Ils tuent 12 gardes et capturent un bus et remontent jusqu'à Séoul. Ils seront interceptés violemment lors d'une bataille que l'on appellera le débarquement de Séoul. 20 d'entre eux seront tués, 4 capturés qui seront pendus plus tard en 1972. Leur histoire ne sera déclassifiée que dans les années 90. Et on en sait vraiment plus sur leur sort que depuis les années 2000 seulement. L'unité était basée sur l'île de Silmido. Leur entraînement consistait à des exercices de tir, de maniement d'explosifs, de parachutisme, et ils n'étaient même pas que cantonnés sur l'île. Ils bougeaient beaucoup dans toute la Corée du Sud et ont même eu des exercices de parachutisme dans la région de Séoul. 2 de ces membres désertèrent avec pour objectif d'alerter les autorités sur leur traitement. Ils seront exécutés. Un autre sera exécuté pour avoir menacé un supérieur. 3 autres seront exécutés pour le viol d'une femme qui était sur une île voisine. Et un dernier est mort de fatigue lors d'un exercice. De nos jours, on a quelques certitudes concernant leur devenir. Par exemple, on est quasiment sûr qu'il ne fut jamais question de les supprimer pour préserver le secret. Par exemple, il semblerait vrai qu'ils aient été victimes de ce côté secret. En août 1970, le lieutenant-colonel Kim Yae-diop est nommé commandant de l'unité 684. Il se rend très vite compte que leur traitement est vraiment très mauvais. La nourriture est horrible et la solde est aux abonnés absents depuis plusieurs mois. Il rend alors compte à son supérieur, le commandement de l'armée de l'air, de la situation préoccupante. Et le général Kim Min-seok tombe des nues car il découvre tout simplement l'existence de cette unité. En effet, comble de l'ironie, le hasard a voulu que tous les membres de la chaîne de commandement entre le commando et l'état-major aient été affectés à l'étranger ou mis à la retraite et que personne n'ait jugé utile d'avertir les successeurs quant à l'existence du commando. À ce moment-là, il y a un double constat. L'unité 684 est persuadée qu'on va les garder sur cette île pour toujours, ou alors qu'on va tout simplement les supprimer. Et du côté de l'armée, en réalité, l'armée, elle ne sait pas quoi faire de ces hommes. En effet, si les membres de l'unité ne sont pas des condamnés à mort, on en est sûr et certain, ils ne sont pas non plus des anges que l'on peut facilement reclasser dans une autre unité de l'armée. Au moment de leur rébellion, la question est alors en suspens de savoir ce qu'on va faire d'eux dans l'armée. C'est ainsi que le 21 août 1971, les membres du commando profitent que leur garde soit ivre-mort pour les tuer et prendre leurs armes. La suite, vous la connaissez, le bus, la remontée en direction de Séoul, la fusillade et les membres morts et les autres exécutés plus tard. On n'a jamais vraiment su où exactement ils voulaient aller à Séoul. Papa Ours, quant à lui, n'a jamais réussi à enflammer le Sud. La raison est simple, trop peu, trop
trop tard. Si au Vietnam la déstabilisation massive a eu son effet sur un Sud corrompu et pauvre, il ne pourra jamais appliquer la même recette à la péninsule. Trop peu, car Papa Ours ne pourra jamais mettre beaucoup d'effectifs au risque de réveiller l'ogre américain, qui, contrairement au Sud-Vietnam, y a basé des armes nucléaires. Trop tard, car de 1969 à 70, la Corée du Sud, alors plus pauvre que le Nord en 1960, bénéficiera du miracle de la rivière Han, une période de prospérité économique où les Sud-Coréens auront des conditions de vie améliorées, et donc plus aucune raison de devenir communiste. D'autant plus que par la suite, le gouvernement sud-coréen fondera la doctrine Yalu, d'exportation de la culture et du mode de vie coréen dans le monde et une expansion économique via des grands groupes dont le plus connu reste Samsung. Kim aura une nouvelle obsession, la bombe atomique, celle que les soviétiques et les chinois lui ont refusée en 1956. Et ce que l'on appellera parfois la seconde guerre coréenne fera 397 morts côté nord, contre 373 au sud. Les relations nord-sud ne seront jamais vraiment au beau fixe, les crises succédant aux moments de détente et n'atteindront jamais le même niveau de tension. La DMZ, quant à elle, sera fortifiée pour devenir réellement impénétrable. Mais ça n'empêchera pas le nord de tenter d'infiltrer le sud par une autre manière. Et finalement, le plus important, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?